De retour en plateau avec cette belle chanson de Magashko feat Mimi, Regret, c'est le titre de la chanson. C'était une transition pour vous entraîner, pour vous amener justement avec nos invités de ce jour, le docteur Rudolf Prosper Ma, qui est orthophoniste et par ailleurs enseignant à la faculté de médecine de l'université de Douala. Il est avec nous ce matin. Et puis nous avons aussi Céline Otili Azonga, qui est promotrice de Autiste Hope Land Cameroon Association, ici, qui est maman d'un autiste, d'un enfant autiste âgé de 8 ans, avec qui on va partager ces super moments. On aura plus, on parlera de fond en comble, de fond en large de cette maladie. Bonjour déjà, bonjour Otili. Ton prénom là est souvent compliqué, maman. Otili, bonjour. Céline Otili. Bonjour, docteur. Bonjour, merci. Voilà. Good morning. Good morning, madame. Alors, aujourd'hui, on parle de cette maladie d'autisme, autant pour moi. Cathy, Calvino et moi, nous étions en train de nous poser beaucoup de questions sur comment on attrape ça, c'est fait même comment. Et puis, on se disait sûrement... quand c'est dans le ventre, le bébé est dans le ventre, on peut déjà savoir si l'enfant est autiste ou pas. Vous qui êtes une maman, vous êtes une maman aujourd'hui, comment vous découvrez donc que votre enfant est autiste? Merci de me passer la... C'est-à-dire la vie avant et après. Avant le diagnostic. Avant le diagnostic. Ouais. Okay, je dis d'abord bonjour à des millions de téléspectateurs de STV. Merci pour cette tranche, cette opportunité que vous m'offrez toujours afin de poursuivre ma campagne de sensibilisation. Voilà, je suis maman d'un enfant autiste, aujourd'hui âgé de 8 ans. Le diagnostic, il a été diagnostiqué, il avait 3 ans, en 2018. Oui. Il avait 3 ans. 3 ans, oui. Donc avant le diagnostic, je ne savais vraiment pas ce qui se passait dans la vie de mon fils parce que il avait des comportements pas normaux, en fait. Bon, pas comme les autres enfants. Il était agressif, il était introverti, non verbal. Donc, il n'y avait pas d'interaction entre nous, contrairement à son frère. Et c'est ça qui attire mon attention parce que c'est le deuxième. Je me dis, l'aîné, il ne se comportait pas de la sorte. Bon, je vais rencontrer le pédiatre. Il me répond, non, je suis juste impatiente de l'inscrire à l'école. Alors, bon, je laisse passer. Et il est inscrit à la maternelle, à la petite section. Et c'est l'école qui me remonte des informations. Donc, il y a trop de remontées d'informations. Je suis convoquée tout le temps. Il est brutal, il dérange ses camarades. Et voilà, à ce moment-là, je décide une fois de plus de repartir chez le pédiatre. Et là, elle me dit, si c'est à ce stade-là, c'est inquiétant, il faut aller chez le neuropédiatre. D'accord, voilà. On va revenir sur votre histoire parce que nous sommes allés à la rencontre d'un enfant aussi autiste. On a fait, l'équipe de la rédaction de STV a fait un reportage, portrait sur un enfant autiste qu'on va regarder dans quelques instants. Ces toiles et ces dessins sont l'accomplissement d'un parcours de combattant d'une famille. Ce périple familial débute entre la France et la Suisse alors que leur fils unique, Uriel, n'a que 18 mois. On avait l'habitude de jouer quand je le change et picabou, des choses comme ça. Je fais ça, il ne répond pas comme avant. On s'assoit pour manger, j'ai l'impression qu'il est ailleurs. Donc il a le regard perdu, c'est comme s'il n'est plus avec nous. Donc il y a tous ces petits signes-là et puis il a commencé à perdre certains mots. Donc je me suis inquiétée, j'en ai fait part à mon époux. Et puis nous avons décidé de consulter quelqu'un, un pédiatre, qu'on nous a recommandé. Sur les conseils du pédiatre, Alex Njok et son époux décident d'inscrire leur fils dans une crèche. 3 mois après, les maîtresses de ce centre attirent l'attention des parents sur le comportement inhabituel de leur enfant. L'une des choses, par exemple, c'est que mon fils, il n'avait pas peur du danger. Donc, il pouvait grimper haut et puis sauter. Donc, s'il n'y avait pas des maîtresses qui étaient là pour le rattraper, il allait sauter dans le vide et se faire mal.
La deuxième chose, il mangeait du sable. Je pense que ça peut arriver chez les petits-enfants de temps en temps. Même ma petite fille, je la vois dehors jouer parfois, elle met n'importe quoi dans la bouche, mais lui, il mangeait vraiment comme si c'était la nourriture, il mangeait du sable. Et l'autre chose aussi, c'est même quand il tombait, il ne ressentait pas la douleur. Il pouvait se faire mal, on voit que le pied est vraiment tout rouge, il ne crie pas. Même pas un seul mot. Un retour est donc fait chez le pédiatre qui leur recommande de consulter un neuropédiatre qui fait passer une série de tests à l'enfant et pose le diagnostic. Et le panel de tests qu'il a fait, et il nous a dit, il pense vraiment que notre fils il est sous le spectre de l'autisme. Donc, c'était un choc. C'était un choc. Je pense surtout pour mon mari, mais c'était quand même un choc pour moi. C'était c'était pas aussi violent parce que j'avais fait des recherches avant. C'était pas aussi violent. J'avais déjà lu sur l'autisme. Je me disais que c'était ça. Mais quand on vous l'annonce, c'est toujours différent. La pathologie connue commence le véritable combat. Il faut choisir entre une institution spécialisée à des frais d'inscription exorbitants et un autre centre adapté pour Uriel, mais ayant une longue liste d'attente. J'ai eu mes beaux-parents qui sont venus nous rendre visite et je crois que je suis un coup de tête parce qu'on ne savait pas quoi faire, on n'avait pas la solution. On a envoyé notre fils au Cameroun. C'était pas une décision facile pour une maman, mais je pense qu'on avait besoin de ça pour essayer de voir plus clair, essayer de trouver des solutions. Le passage d'un an au Cameroun porte des fruits et est marqué par une prise en charge dans un centre spécialisé au quartier Bonamoussadi à Douala. On a rencontré une équipe qui a pris mon fils en charge. Donc il allait là-bas, il était suivi avec d'autres enfants. C'était une école neurotypique, donc ça veut dire qu'il y a des enfants normaux dans les classes. Mais la directrice avait permis à cette équipe d'avoir une classe derrière où ils pouvaient entretenir, former, prendre soin des enfants sous le spectre de l'autisme. Donc c'est ce qu'ils faisaient. Donc en plus de ça aussi, on avait ces spécialistes-là qui venaient aussi à la maison pour mon fils. Donc moi je dis, je pense que c'est une très bonne chose qu'ils viennent au Cameroun. Parce que mon fils, il avait perdu plusieurs mots. Il parlait anglais. Quand il est rentré au Cameroun, il a appris le français. Il a appris, alors qu'il perdait des mots, quelqu'un a appris une autre langue. Mon fils, il était propre à 2 ans. Il ne portait plus de couche, 2 ans. Alors qu'il y a des enfants autistes qui ont 17 ans, qui portent toujours des couches. La suite, ce sera 3 ans aux États-Unis. C'était 3 ans intenses. Parce qu'il recevait à peu près 20 heures de ABA. Donc il y a quelqu'un qui vient chez moi et qui reste pendant 20 heures chaque semaine. Même le dimanche. Ça peut être, on choisissait des jours, mais c'était au moins 20 heures. Je crois que les séances duraient à peu près 2 heures. Mais on faisait 20 heures par semaine. 20 heures par semaine. Non, on faisait parfois un peu plus, il faut qu'on ait 20 heures par semaine. Oui, mais c'était à peu près 20 heures par semaine. En plus de ça, on voyait, comme je dis, l'orthophoniste 2 fois par semaine. On voyait la motricité, chacun avec la motricité fine, la motricité grosse, là, 1 fois par semaine. Après ça, qu'est-ce qu'on faisait encore? Il allait à l'école. On lui a permis d'aller à l'école pour socialiser un peu. Il allait à l'école au départ de 8h à midi, ou bien de 9h à midi. Aujourd'hui, Uriel passe en classe 6, équivalent du cours moyen 2 dans le sous-système francophone. Il s'exprime correctement en français et en anglais. Il a écrit un livre, Travail l'argile. Des réalisations qui n'auraient jamais été accomplies si sa famille s'était laissée gagner par le découragement. En fait, le diagnostic, c'est juste le début. C'est vraiment pas la fin. Beaucoup de choses peuvent changer. C'est pas toujours évident. Et puis il faut s'entourer. Il faut poser des questions. Il faut lire. Il faut s'informer. Il faut pas rester renfermé.
Et puis il ne faut pas croire, comme on est en Afrique, aux différentes pensées que c'est la sorcellerie, on a fait quelque chose. Non, il y a des handicaps, il y a des maladies qui peuvent s'expliquer. Et on peut améliorer la vie de quelqu'un, la façon de vivre de quelqu'un. Donc je pense qu'il ne faudrait pas jeter les dés très tôt. Il faut faire des efforts. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Le souhait de sa maman aujourd'hui, c'est voir le gouvernement et les entreprises assister les familles qui ont un membre sur le spectre de l'autisme. Aïe, façon dont il sert sa maman. Alors, réaction, docteur Ok, réaction, merci d'abord. Je tiens à faire une précision parce que à l'introduction, là, vous avez dit... Docteur, mais plutôt orthophoniste. Non, c'est pas là le problème. Le problème, c'est enseignant à la faculté de médecine. Moi, je ne suis pas un enseignant de la faculté de médecine. Je suis à la faculté des lettres. Faculté des lettres, ok. Oui, ça, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Waouh. Mais vous enseignez à la faculté des lettres, Oui. voilà. D'accord, merci. Merci pour le rectificatif. Ok, merci. Bon, comme réaction, c'est courant. En fait, c'est presque le cheminement normal, ce que Alix décrit. Généralement, quand on est enceinte, on ne sait pas si on porte un enfant qui sera autiste. Jamais aucun examen ne pourra permettre de déterminer si vous avez porté un enfant autiste ou pas. Bon, ce n'est que lorsque l'enfant naît et qu'il commence à se développer qu'on peut facilement dépister quelques, je pourrais dire, signes ou symptômes, ou alors indices, n'est-ce pas, de retard en termes de développement. Donc c'est un trouble neurodéveloppemental, c'est-à-dire que quand l'enfant naît, le cerveau ne se développe pas normalement comme chez les autres enfants qui sont neurotypiques, comme l'a dit madame tout à l'heure. Donc c'est malheureusement ça. Vous portez un enfant pendant 9 mois, vous ne savez pas qu'il sera autiste, il naît bien, il commence à grandir normalement. C'est aux alentours de 1 an, 8 mois, 1 an, 2 ans, généralement qu'on commence à, pour les parents les plus vigilants, qu'on commence à identifier quelques symptômes, quelques anomalies du développement. Donc pour les parents qui ne sont pas toujours présents, ça va persister et malheureusement on va découvrir un peu plus tard. Now, is it firstly, I'll first ask you a question. Following the reports that we just watched, you see the different challenges, the obstacles that particular lady has been going through. Now, I want to find out from you, like, what are some of those challenges that you, as a parent having an autistic child, you've been facing so far? Excusez-moi, je suis d'abord très émue parce que lorsque je vois un autre parent raconter son parcours, son vécu, ça me renvoie des souvenirs vraiment douloureux, très difficiles que j'ai pu masquer, mais ça fait mal, c'est difficile. Bon, maintenant, Dieu merci, comme on a l'habitude de dire, en fait, pour un parent, lorsque vous avez le diagnostic, il n'est plus question de s'alarmer, de s'apitoyer. Pourquoi? Parce que il faut déjà se soucier du devenir de l'enfant. C'est ce qui doit vous donner plus de motivation. Parce que c'est un enfant qui doit grandir, qui doit vivre en société. Voilà, il est différent. Pour des personnes normales, ce n'est pas facile. À plus forte raison, une personne différente. Donc, alors pour un parent, il faut vraiment beaucoup fournir des efforts pour que cet enfant puisse s'insérer dans la société. Je pense que ça a également été mon cas parce que lorsque j'ai regardé mon fils, je me suis dit, quand il est né, je me suis dit que bon, peut-être qu'il serait pilote, il serait bon. Le commun de mortel, on vous dit quand l'enfant est autiste, déjà on vous dit à l'entame que c'est irréversible. On vous dit c'est irréversible, alors là vous êtes broyé parce que vous vous dites il ne sera pas comme les autres. Moi je me suis dit il n'est pas question que mon fils erre dans les rues
comme on voit dans les marchés, c'est des enfants qu'on commissionne moyennant une pièce de 100 francs qui vident les poubelles partout. Je me suis dit non, mon fils ne sera pas celui-là qu'on va pointer du doigt. J'ai fait la rencontre d'une maman. Elle m'avait parlé d'un livre, un bouquin, une dame, une américaine qui a guéri ses 2 enfants via l'alimentation. Je me suis dit, tiens, on peut guérir. Et c'est là, c'était le déclic. J'ai commencé à me renseigner, intégrer les groupes des parents autistes français. Bref, j'ai cherché. Mon fils n'était pas verbal. Il fallait qu'il parle. Je n'avais pas les moyens pour payer un orthophoniste parce qu'il faut rappeler que la prise en charge d'un enfant autiste, le coût est élevé. Il faut un orthophoniste, il faut une psychomotricienne, il faut un psychologue, il faut un encadreur spécialisé. Vous voyez que c'est pas à la portée. Alors, je dis souvent, je ne sais pas, peut-être j'ai été choisie pour ça, parce que je ne pourrais pas vous expliquer comment est-ce que j'ai fait, mais j'ai eu le résultat que j'ai aujourd'hui. J'ai fait parler mon fils. Mon fils, il n'est plus si agressif. Bon, maintenant, il peut se défendre face à une attaque. Parce que là, il faut différencier l'agressivité et la défense. Parce qu'on dit toujours qu'il est agressif. Non, il se défend aussi lorsqu'il est frappé. Donc, j'ai fait parler mon enfant. Mon fils est inscrit dans une école normale. Ce qui paraît vraiment, qui relève de l'impossible. Mais mon fils est dans une école normale. Il est au cours préparatoire. Il a une moyenne constante de 16 de moyenne. Wow. Donc, en fait, c'est un travail qui se fait entre le parent, les spécialistes. Moi, je n'ai pas eu de spécialiste, mais ce travail se fait entre les parents, le spécialiste et l'institution, que ce soit une école normale ou un centre spécialisé, peu importe là où se trouve l'enfant. Et je dis toujours, et d'après mon expérience, on peut conclure que si on travaille, si on accompagne, parce qu'ils ont besoin d'être accompagnés, ils ont besoin de beaucoup d'amour. Donc, si on les accompagne, ils fournissent des efforts. You talked about your child was a non-verbal person. Yes. Now, how will you communicate? Coupled with the fact that apart from you, I'm sure your child was living with other people in the house. Now, how were they communicating? How were you how can I be? Yeah. Non, je comprends, je vous comprends. En fait, dans mon cas, par exemple, je vivais seule avec mon fils. Donc, c'était encore plus compliqué parce que, n'ayant pas un autre enfant autour de lui, ça devait être difficile. Mais rapidement, nous avons développé un langage par signe. Je communiquais par signe. J'écoutais, j'observais son corps. À travers son corps, je pouvais savoir qu'il a un besoin pressant. À travers ses gestes, il pouvait me dire que là, il a faim. À travers ses gestes, je pouvais savoir qu'ici, il a besoin de l'eau. Bon, maintenant, ce qui concerne ses hobbies, ses passions, je ne maîtrisais pas parce que c'était quelqu'un qui ne communiquait pas. Il restait dans son coin. Il regarde si c'est la télé ou bien si c'est un objet qui tient. Il se concentre sur cet objet et ne lève la tête que lorsqu'il a peut-être soif ou alors il a faim ou un besoin pressant tout simplement. Oui. Donc, il n'y avait pas de communication. Alors, j'ai téléchargé le programme de la petite section dans une clé USB que je mettais à la télé. Bon, en fait, je me suis dit, comme il ne parle pas, s'il voit les dessins animés, s'il voit les petits, les pommes, donc les fruits, parce que dans les dessins animés, c'est les fruits qui parlent. Donc, il y avait Dora, l'exploratrice, qui regardait et j'avais comme impression qu'il communiquait avec cette Dora. Donc, il faisait l'effort de répéter ce qu'elle disait. Donc, on a développé cette communication par signe, mais également ce qui a contribué, il y a la scolarisation normale. Pourquoi? Parce qu'il s'est retrouvé dans une salle de classe avec des enfants normaux qui parlent, qui faisaient des lectures en chœur, qui chantaient. Je pense que ça l'a aussi stimulé. Parlant justement du regard, puisque ça c'était la vie avant le diagnostic, si on va en deuxième sur le regard de la société. Quand vous êtes face à cela, comment est-ce que, quel est le regard de la société face à cette pathologie Bon, parlant du regard de la société, aujourd'hui je ne peux que donner des conseils parce que
je vais m'appuyer sur mon expérience et conseiller les autres. En fait, dire ce qui devrait être fait. Parce que si je prends la place de la victime, je vais pleurer, ça va me frustrer parce que je vais me dire, quand on me regarde, peut-être on me chosifie, on se dit des choses à propos de mon fils et le regard n'est pas toujours... On a l'impression qu'il nous chosifie. Or, je pense que c'est parce que nous-mêmes, on a du mal à accepter le handicap. Je pense que du moment où on a accepté le handicap, on ne se soucie plus du regard des autres parce que vous vous dites, bon, ok, on me regarde, bien sûr, c'est vrai, peut-être parce que l'enfant est en pleine crise, parce que le mien, parfois, ça enroulait au sol. Bon, avoir un enfant qui d'apparence normale, ça enroule au sol, on va vous dire, ah, les jeunes mamans chouchoutent les enfants, vraiment, madame, il faut vous appliquer, vous dorlotez cet enfant. Il y a une femme qui m'a dit, on me le donne 2 jours, je le redresse. Pour moi, je ne m'attardais pas sur ces propos parce que je me disais, elle ne sait pas ce que je vis. Oui, parce qu'elle ne sait pas ce que je vis. Raison pour laquelle, quand on accentue les communications autour de la différence en général, ça permet à la société de s'accoutumer et changer de regard. Et je dis aussi aux parents, il faut accepter le handicap. Quand vous avez accepté, vous ne jugez plus l'autre qui vous regarde. Vous n'interprétez plus le regard des autres. En fait, parce que vous êtes focus sur votre enfant et l'objectif que vous avez à atteindre. D'accord. Alors, docteur, moi, je voulais poser une question sur la prise en charge, justement, de ces maladies. Puisque vous êtes enseignant des pathologies et thérapie du langage. Oui. Du langage, parce qu'on sait tous que ces enfants ont du mal à parler, à communiquer. Alors, comment est-ce qu'on devrait amener ces enfants à parler, qui semble même être très difficile? Oui, ça semble tout à fait, mais c'est pas forcément difficile. Si Madame Azora a pu, n'est-ce pas, apporter des améliorations toute seule chez son enfant, ça veut dire que on peut toujours y parvenir. Il y a des mères qui n'ont pas son courage aussi. Hein. Ah oui, mais c'est ça le véritable problème. Parce que avant même d'arriver sur la prise en charge, mais elle a dit quelque chose de très important. Il faut accepter la pathologie. Il faut accepter que mon enfant est malade. Et ça peut arriver à tout le monde. Même à ceux qui sont nés normalement et qui sont normalement développés. Vous pouvez attraper une maladie, un AVC ou alors c'est pas trop un accident et puis un traumatisme crânien. Vous aurez toujours des problèmes du langage et d'autres problèmes. Donc c'est pas seulement le problème des autistes. Donc il faut d'abord accepter la pathologie. Et maintenant, après avoir accepté la pathologie, je pense que psychologiquement on est dégagé, on est plus motivé. D'accord, si l'orthophoniste ou alors le médecin qui vous annonce le diagnostic vous prépare à cela. Donc je pense que là, vous êtes plus motivé qu'abattu. Parce que c'est là que ça se joue. Maintenant, quand le parent est motivé, il peut effectivement relever son enfant. Il peut se battre. Il peut tout faire pour que l'enfant rattrape son retard. C'est-à-dire que le plus important, ce que je conseille souvent aux parents, c'est d'accepter et de contribuer. Parce que moi, tout seul, en tant qu'orthophoniste, et tous les orthophonistes vous le diront, je ne peux pas le faire. Parce que vous avez suivi maintenant la dame qui est passée là. Elle a dit l'orthophoniste, c'est 2 fois par semaine. En 2 fois par semaine, 1 heure par séance, c'est pas suffisant. Or, une prise en charge normale, il faut au moins 30 heures par semaine. Ah oui. Dans ces 30 heures-là, il faut que le psychomotricien soit là, il faut que le psychologue soit là, il faut que l'orthophoniste aussi, parfois des AVS. Mais non, en dehors de ça, il faudrait que le parent aussi participe. Il faudrait que le parent participe. Si le plus important, c'est d'identifier les centres d'intérêt de l'enfant. À ce qui concerne les parents, parce que moi, les orthophonistes, eux, ils ont leur travail, ils connaissent comment ils peuvent faire le travail. Mais moi, j'insiste sur les parents, ce qu'il leur revient de faire. Le parent doit identifier les centres d'intérêt de son enfant. Il s'intéresse à quoi, à quel jouet, à quel type de jeu, à quel type
d'émissions à la télé, etc., etc. Et aller avec lui dans son sens. C'est pas forcément céder à ses caprices. Parce que beaucoup de gens penseront que c'est céder à ses caprices que de jouer avec lui. Non. Mais c'est à partir de là qu'on parvient à lui faire comprendre que non, tu ne peux pas le faire seul. Je suis là avec toi. On va jouer. Si c'est un jeu, s'il a un joueur qu'il aime, on va jouer ensemble. Au lieu qu'il joue seul, il va apprendre à jouer avec quelqu'un. Ça, c'est un début de socialisation. Parce que la caractéristique principale des autistes, c'est la dissociation. Oui. La dissociation à travers la communication, même le regard. C'est-à-dire que l'autiste ne vous regardera pas dans les yeux. Dans les yeux. Voilà. Il faut d'abord qu'il passe par là, c'est-à-dire qu'il comprenne que, bon, maintenant c'est le moment, si c'est le ballon, je lance, et puis je te regarde dans les yeux pour que tu me relances le ballon. Là, ça fait que, pour un départ, c'est d'abord l'initiation à la socialisation, si on peut le dire ainsi. Donc, vous essayez de ramener l'enfant dans la société. Il faut peut-être pas trop être pressé de le voir retrouver ses aptitudes en ce qui concerne la communication verbale. Mais ça commence d'abord par la communication non verbale. Il vous regarde dans les yeux pour vous dire, bon, tiens, j'ai soif. Pour vous dire, j'ai besoin d'eau, alors je vais aller faire popo. Pour vous dire, j'ai faim. Il faudrait qu'il apprenne à communiquer. Il faudrait qu'il se sente, je ne sais pas, bien encadré, bien orienté. Il faudrait qu'il ne... C'est-à-dire qu'il ne se sente pas délaissé. Vous voyez? C'est ça le plus important. Malheureusement, les parents n'ont pas toujours le temps. Il y a des parents qui vont jusqu'à enchaîner les enfants. Ah oui? Ah oui? Donc, quand je parle d'enchaîner des enfants, c'est parce que Vous avez vu? J'ai vu, et voilà. Donc, il y a des parents qui vont jusqu'à le faire. C'est pas normal, c'est inhumain, je dirais. Parce que même les chiens, au 21e siècle, maintenant, on n'enchaîne plus trop les chiens comme ça. Bon. Il ne faut pas enchaîner l'enfant. Il y a des parents qui vous diraient, ah, comme Madame Azora me disait l'autre jour, qu'il y a une dame qui lui a dit, oh tiens, moi j'ai déjà fait un autre enfant, hein, donc celui-là, vraiment, ce n'est plus ma tasse de thé là-bas. Bon, est-ce que c'est normal? Un enfant, c'est un enfant. Il faut que l'enfant se sente aimé comme tous les autres. Il faudrait qu'il se sente aimé et encadré. Bon, mais si lui joue seul et que vous jouez avec celui qui est normal, ça va l'aider en quoi? Rien. Ça ne l'aide pas. Ça ne l'aide pas. Donc, la socialisation commence par là. Les jeux, le regard, n'est-ce pas? Le regard permet aussi à l'enfant de comprendre que, bon, là, comme maman me regarde, là, maintenant, elle est fâchée, donc je ne dois pas faire ceci. C'est ça la socialisation, c'est la communication non verbale. Le regard permet à l'enfant de comprendre que, bon, là où maman est là, peut-être qu'elle est en train de me flatter, peut-être qu'elle est en train de vouloir me dire que, bon, allons nous coucher. Peut-être qu'elle est en train de me dire, ne touche pas. Peut-être qu'elle est en train de vouloir me dire, lève-toi, on s'en va. C'est ça la communication non verbale. Donc il faudrait qu'il vibre à la même, ou alors qu'il soit à la même longueur d'onde que vous. And I want to find out, is autism a genetic disorder? I will not say that it's a genetic disorder. But, you know, as far as the causes of autism are concerned, we generally talk about hypotheses, scientifically. Okay. Because up to now, I've not come across a document that says that this is the main cause of autism, right? Okay. But scientifically, if we go to maybe to her family and we meet maybe 10 children who are autism, we can hypothesize that this is a genetic disorder. But it does not prove that it is genetic, because I have not yet identified a gene of autism, right? So that's why we cannot say that it is genetic. Okay, now, okay, sorry, okay, continue. It's okay. Yeah, there are other hypotheses, but
I don't know. It is just something that can occur, that can happen. So anybody. Okay, to anybody, right? It is true that there are, let me say, a couple of maybe aggravating situations or conditions, but when it comes to autism, like some other speech and language disorders, there is no exact process. So there's nothing we can say that, okay, because my mother was an autist, I'm going to be an autist. No, because yeah. Now, when it's been diagnosed, you say it can be diagnosed, I think, like maybe after childbirth. Yeah. After childbirth, are there high possibilities that it can be prevented for it to reach maybe the secondary stage or even? Yeah, that's what we're talking about. So when you already know that your child is suffering from autism, okay, you have the diagnosis, then what we advise to parents is that you immediately start the rehabilitation process, right? So you see a speech and language therapist, you see psychomotrician, you see a psychologist for a kind of synergy of therapy, right? Mm-hmm. Okay. After you will work together with all those specialists so that you yourself as a parent, you should know how to help them in their task. Because what I was saying earlier is that a speech and language therapist cannot do all the job all alone, right? So the parents have to be involved. They have to give their own part to that process. Okay, they have to participate. But parent has a lot to participate. But if you come across a parent that is so busy, like now you need to manage your job and your autistic child. Yeah. How does she go about it? How does she go about it? Okay, you can pay what we call in French AVS, assistant de vie sociale, je sais pas comment on appelle ça en anglais. So you can pay one. But the problem is that the person will not work as compared to you. As compared to you. Mm-hmm. You see, that's a job for him. So he will gain if the child does not recover earlier, you see. So as long as you are not, or as far as you are not present, the child will not recover early. Mm-hmm. You see. So that's why the woman here, Mrs. Zoga, struggled a lot, and she succeeded. Ok. Oui, je vais un peu revenir parce que en fait c'est le problème qu'on rencontre tout le temps. En fait, c'est l'excuse que les parents donnent, qui sont très occupés. En fait, le parent à la maison, c'est pas un spécialiste. On est dans le processus de socialisation. Il faut amener l'enfant à vivre comme les autres. Donc à la maison, c'est pas l'orthophonie, c'est pas des séances, c'est pas les thérapies. À la maison, on montre à l'enfant, par exemple, il faut le rendre autonome. Oui. À la maison, c'est quoi? On doit apprendre l'enfant à se brosser les dents, déjà à dire bonjour au réveil, même quand il ne parle pas. Le spécialiste ne vit pas avec vous à la maison. Le spécialiste n'est pas là. C'est pas au spécialiste d'apprendre à l'enfant de dire bonjour. Déjà que l'enfant autiste ne maîtrise pas le temps. Il ne sait pas que là c'est le matin et là c'est la nuit. Non, c'est le quotidien. Le matin déjà au réveil, le parent doit apprendre l'enfant à dire bonjour. Il lui dit bonjour. Après le bonjour, que l'enfant sache qu'au réveil, il doit se brosser les dents. Déjà, il doit dire bonjour à tout le monde. Il doit se brosser les dents. Il prend son petit déjeuner. On l'occupe. Parce que pour éviter qu'il erre, on l'occupe. Comme le docteur Ma disait tout à l'heure, lorsqu'on a déjà identifié ses centres d'intérêt, on voit, voilà, un enfant, il aime jouer au ballon. Vous lui donnez le ballon, mais pas pour toute la journée.
Il y a aussi, vous pouvez aussi l'initier à autre chose, par exemple, comme l'écriture, la danse, je sais pas, la peinture à la maison. Donc, il y a un cahier, vous lui donnez, vous lui montrez comment est-ce qu'il peut faire les ronds, tout simplement. Et maintenant, on apprend à cet enfant à manger tout seul. Donc, ce qu'on demande aux parents, c'est d'accorder, même si c'est 30 minutes à l'enfant pour permettre à l'enfant d'intégrer, d'apprendre tout ce système. Parce qu'en fait, l'enfant autiste, c'est comme quelqu'un qu'on a parachuté dans une autre planète. Il ne se retrouve pas dans notre système, il est perdu. Parfois, mon fils avait un regard, j'avais comme impression que c'était moi qui n'était pas normal. Parce que pendant que lui, il est en train de faire, il pose un acte, il est bien dans ce qu'il est en train de faire, vous êtes en train de le réprimander, mais il vous regarde, vous avez l'impression que c'est vous qui n'êtes pas normal. Donc, il est dans son monde. Il est dans son monde. Maintenant, c'est à vous de l'extirper de ce monde et le ramener. Et le ramener. En fait, voilà donc le rôle du parent. Les thérapies, c'est autre chose. Les thérapies, quand on parle, les séances de thérapie, peut-être il a un problème de motricité et autres. Là, c'est autre chose. Mais maintenant, ce n'est pas le psychomotricien qui va dire à l'enfant ou montrer à l'enfant comment tenir une cuillère. Ou alors le rendre propre. Parce qu'il y a des enfants qui, à plus de 10 ans, ils portent des couches. Le parent va te dire non, vraiment, c'est compliqué parce qu'on cherche le raccourci. Si déjà, parce qu'ils ont une très grande capacité de rétention, déjà, et ils procèdent par le visuel. Mon fils, il arrive ici, il capte tout, c'est comme l'aimant. Donc maintenant, lorsque vous avez un rituel, par exemple, la première fois qu'il fait ça sur lui, vous lui dites non, ça ne se passe pas ici. On le montre, par exemple, le pot, parce que même quand il ne parle pas, il faut lui parler. Il faut lui parler. Alors vous lui dites que non, ça ne se fait pas ici, mais c'est là. C'est ce que je faisais avec mon fils. La première fois, quand il a fait, je l'ai tapé au niveau des fesses. Je lui dis non, tu vas... Bon, je me suis arrangée à poser son pot à un endroit et je lui montrais tout le temps. Et maintenant, à un moment donné, puisqu'il ne parlait pas, il a commencé à exprimer son besoin par le corps. C'est pour ça qu'on demande aux parents d'être attentifs. Parce que si vous n'êtes pas attentif, vous ne saurez pas qu'il a ce besoin. Et maintenant, lorsque vous le voyez exprimer ce besoin, vous le conduisez vers le pot. Et à force de le faire tous les jours, il n'aura plus besoin de vous signaler, il ira directement. Donc, il va comprendre que c'est le processus. Je voudrais même aller un peu plus loin en disant qu'il faut, avant même de le conduire, il faut lui dire, bon, est-ce que tu as besoin de ceci? Parce que là, il apprend à exprimer ce besoin verbalement. Bon, je voudrais encore revenir sur la question que madame a posée tout à l'heure. C'est-à-dire que quand on découvre que l'enfant est autiste, moi je dis souvent qu'il y a une période. Il y a une période pendant laquelle la plasticité cérébrale de l'être humain est encore très flexible. C'est-à-dire, il y a une période qu'on dit souvent critique dans le processus d'acquisition de langage. C'est entre 0, alors entre la période qui va de la naissance à l'âge de la puberté. Là, le cerveau de l'enfant est encore très fertile et très flexible. Donc, vous pouvez tout faire à l'âge là. C'est pour ça qu'on insiste sur le dépistage précoce de l'autisme. C'est-à-dire que il faut être attentif quand vous avez des enfants. Quand il y a un symptôme, c'est vrai qu'il y a aussi des parents qui pourraient exagérer. C'est-à-dire que l'enfant a fait des caprices aujourd'hui, n'a pas mangé. Vous allez dire que bon, est-ce qu'il est malade, est-ce qu'il n'est pas malade? Parce qu'il y en a qui m'appellent comme ça. Mais le dépistage précoce, c'est quelque chose de très important. Parce que plus tôt vous le faites, plus vite on peut récupérer l'enfant. Qu'on ne vous dise pas que la situation est irréversible. Elle est irréversible lorsque vous le découvrez après la période de puberté. Ou alors sensiblement vers la période de puberté. Oui. Oui. C'est à ce moment-là que la situation est irréversible. Now, I don't know if you're done. Are you done with it? Now, I heard somewhere that there are several levels of autism that actually permit the parents to understand the level of support their child needs during diagnosis. How true is it?
You know, I generally don't want to involve in that differentiations. Okay, why? Not because those levels of autism does not exist or do not exist. No, they do exist. But if you tell to a parent that your child is maybe suffering for the highest level or the most complicated level, are you helping that parent? No. No. You're not helping him. Okay. But you may tell him when it is not a very complicated level. You may tell him that, okay, you are lucky that we discovered it earlier and that we can solve the problem as maybe we will have need to for maybe 1 year or maybe less than 1 year to solve the problem. But if you tell the parent that, as you see, your child suffers from a severe autism, that will not happen. It will not. So that's why, personally, I will not tell a parent that, okay, this is Severe. This is severe or this is not severe. Severe, okay. Okay. It is not severe, I will tell him that it's not severe. So we can help him. But for me, when you tell somebody how severe the person's illness is, it makes the person to be more serious with the treatment or therapy, whatsoever the person on the does. contrary, from my experience, Okay, it doesn't. if you tell him that it is severe, he will abandon the child. Yes. You know, actually, there are parents who are just looking for a place to go and abandon their children. Okay, so that do not help their children. It does not help the children. So if you tell them that, okay, why didn't you come earlier? Because no, we just abandon the child and go away. We abandon the child. Je revenais sur Ottilie tout à l'heure, qui a une expérience assez palpable avec cet enfant. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on parle de cette prise en charge, est-ce qu'aujourd'hui, l'enfant parle normalement, couramment, ou il y a encore beaucoup de choses à faire? Je dirais le résultat aujourd'hui est satisfaisant. De toutes les façons, le résultat est satisfaisant. Pérez, il est scolarisé normalement, donc il parle. À présent, il sait communiquer, il peut communiquer, oui, il communique. Il est au cours préparatoire, je l'ai dit, il est au cours préparatoire. Il sait lire, il sait écrire, il a 16 de moyenne, donc vous comprenez. C'est vrai qu'il n'a pas encore tout assimilé, puisque il a 8 ans, donc on a toute la vie devant nous, mais on se dit déjà à 8 ans, s'il est à ce stade, parce que moi j'ai l'habitude de dire à ses médecins, parce que quand on veut le forcer, je dis non, à ce stade-là, pour moi il est déjà en terminale, c'est bon. Donc mais maintenant, on continue le travail, on ne lâche pas, pourquoi? Parce que ces enfants, ils régressent, ils progressent. Je suis déjà préparée un matin. Il y a des choses qu'il ne fait pas un matin, il peut le faire. Ah, d'accord. Oui. Là, je suis préparée. Il est tout propre, mais un matin, il peut se réveiller, qu'il a fait des besoins sur lui. Et là, je ne dois pas le brimer ou bien je ne dois pas être exigeante parce que, bon, il est déjà correct. Non. Donc, je suis déjà préparée à cette éventualité parce qu'il progresse, il regrette, il progresse, il regrette. On se dit néanmoins que d'ici ces 14 ans, peut-être qu'il restera juste les séquelles. Mais là, on l'a déjà récupéré. Bon, il faut aussi noter qu'on doit continuer à l'encadrer parce que s'il est traumatisé, s'il est choqué, s'il vit des abus, ça peut le renfermer. Ça peut le renfermer parce que je l'observe souvent lorsque, par exemple, il est contrarié, soit par un adulte ou alors, par exemple, il rentre, il te dit tel a fait telle chose. Bon, il faut le convaincre, il faut lui faire comprendre que si la personne a posé tel acte, c'est parce que, mais il faut utiliser vraiment les termes à son niveau, mais il parvient déjà à comprendre.
Ok, avant, je vais revenir pour une autre question avec lui. Mais je voudrais savoir, docteur, est-ce que les enfants, ces enfants autistes-là qu'on a, puisqu'on trouve certains qui sont violents, bon, et même quand ils sont violents, comment est-ce qu'on travaille pour la canalisation de ces émotions-là? C'est vrai que vous êtes dans le langage. Oui, effectivement, la canalisation des émotions, la violence et tout ça, c'est le travail du psychologue. Mais, comme la dame disait maintenant, un enfant reste un enfant. Il n'est pas question de le brimer, encore que elle parlait tout à l'heure maintenant des régressions, c'est-à-dire que l'enfant, vous avez l'impression qu'il va bien, c'est-à-dire que tout va bien. Et puis, subitement, un jour, il y a un symptôme qui réapparaît. Ça c'est un phénomène normal même. Donc, ça veut dire qu'il ne se lève pas de bonne nuit, il n'est pas de bonne humeur tous les jours. Oui, ou alors il n'est pas... Bon, je dis c'est un phénomène normal, même chez les enfants neurotypiques. C'est-à-dire qu'il y a des moments où vous avez... Bon, enfin, celui-là ne pisse plus au lit, n'est-ce pas? Mais un lit, il pisse au lit. Il faut comprendre que c'est un phénomène normal. Même dans les stades d'acquisition du langage, il y a des moments où l'enfant commence à parler et vous avez l'impression qu'il formule bien des phrases. À un moment donné, il retombe dans une autre... c'est-à-dire dans quelque chose qu'il faisait avant. Vous ne comprenez pas pourquoi, mais c'est ça le processus normal. C'est-à-dire que pour qu'une phase soit bien assimilée, il faut que, souvent on dit que l'enfant émet des hypothèses et qu'il teste dans la société. C'est-à-dire que, est-ce que ce que je sais est vrai? S'il n'a pas encore compris que c'est vrai ou c'est faux, il va revenir sur ce qu'il faisait avant. D'accord. Donc, il peut s'oublier un jour, il fait popo sur lui. D'accord. Il faudrait qu'on comprenne que ça peut arriver même à un enfant normal. Donc, c'est vrai que chez les enfants normaux, ce ne sera pas faire popo, mais ce sera peut-être faire pipi. Il y a des enfants qui, à 4 ans, 5 ans, il ne peut pas dire à la maîtresse, il est normal, mais il ne peut pas dire à la maîtresse à l'école, je veux sortir pour aller faire pipi. D'accord. Et puis sur lui. D'accord. Ottilie, aujourd'hui, vous êtes... il nous reste juste 3 minutes, on est déjà malheureusement à la fin. Aujourd'hui, avec votre expérience, vous faites dans le coaching de ces parents. Et donc, c'est quoi donc... comment ça se passe au quotidien? Parce qu'il y a des parents qui ont aussi des grands enfants. Oui. Et la bataille continue. Ça continue. Puisque, vous savez, c'est une charge qu'on comporte toute une vie. Donc, dans ce coaching-là, c'est vrai, lorsque vous avez en face de vous un parent qui a un enfant qui est déjà presque adulte, bon, tout ce que je fais, moi, c'est l'amener à comprendre c'est un petit truc qu'on peut améliorer. Donc, par exemple, celui qui enchaîne l'enfant, je lui dis non, il ne faut pas l'enchaîner parce que plus vous l'enchaînez, vous le rendez brutal. En fait, c'est ça qui active sa violence. Parce que lui, il se sent enfermé. Oui, il se sent enfermé. Il ne comprend pas pourquoi est-ce que les autres ont la capacité, cette liberté, et lui, il n'en a pas. En fait, c'est ça qui le rend violent. Ces enfants sont violents. La violence, c'est la réponse à ce qu'on leur renvoie, en fait. Donc, c'est ce que vous leur donnez qu'ils vous renvoient. Donc, cette violence, quand il est attaché, il veut aussi se mouvoir. Bon, maintenant, on a peur qu'il s'échappe, on a peur qu'il casse. En fait, on protège un peu tout ce qu'on a à la maison, mais on peut essayer de lui trouver un espace ou alors vous donnez du temps, vous le laissez libre, mais vous le surveillez. On va toujours vous dire que je suis occupée, je ne peux pas vraiment donner toute ma vie parce qu'il faut que je m'occupe aussi des autres enfants, il faut que je vaque à mes occupations. Donc c'est ça qui rend un peu la tâche compliquée. Mais on peut l'éduquer, on peut éduquer. Peu importe le temps, moi je me dis toujours, on peut rattraper, même, on ne va pas rattraper pour qu'il soit comme Pérez, pour qu'il soit normal, mais il y a des choses, il y a des habitudes qu'il va abandonner. Il y a des habitudes qu'il va abandonner. Et maintenant, dans ce que je conseille aux parents, déjà de diagnostiquer, il faut aller à l'hôpital. Aujourd'hui, on se rend compte que tous les enfants sont déclarés autistes.
Oui, tous les enfants sont déclarés autistes. Il suffit qu'un parent voit que son enfant n'a pas un développement normal, il le déclare, on les déclare autistes. Il n'a pas, parce que moi, quand je reçois un parent pour le coaching, la première question, parce qu'ils m'écrivent sur Facebook et autres, mon enfant autiste, je lui demande, tu as consulté, il me dit non, je lui dis, mais comment tu te bases? Non, c'est qu'il y a les symptômes. Il peut avoir un retard de langage, mais il n'est pas autiste. Oui, il peut avoir été traumatisé, peut-être par, je sais pas, on dit souvent, à la naissance, il y a eu un événement qui l'a choqué, oui, il se renferme, mais il n'est pas autiste. Donc déjà, je conseille aux parents de diagnostiquer, d'aller consulter. Et après, ceux qui n'ont pas de moyens, en fait, moi aujourd'hui, je fais le coaching, je me mets à la place de celui qui n'a pas de moyens, parce que moi, je l'ai fait toute seule, sans suivi médical. Et je me dis, si je l'ai fait toute seule, je peux encadrer des parents. Donc, en fait, je coach le parent qui applique également ce que j'ai fait. Wow. Oui, parce que le coût, la prise en charge, je l'ai dit au départ, le coût est très élevé. C'est pas évident. Vous avez une consultation, une simple consultation, vous êtes à 25 000, 15 000. C'est pas facile pour des parents. Alors, je dis, et moi, je comprends, je me dis, je suis là pour aider les parents. Je suis là pour aider, il faut transmettre. Mais le véritable problème, c'est l'implication des parents. Les parents ne s'impliquent pas. On préfère enchaîner. Non, moi, j'ai vu une maman, elle mène aussi une bataille contre l'autisme. Elle vit en Angleterre, elle allait déchaîner 2 enfants, elle était toute en larmes. Elle pleurait de voir ses enfants qu'on avait, Cathy de Wébé, on a enchaîné les enfants là. J'ai eu mal. I just want to ask one question before we go. I don't know if after following like the therapy and the different services, are there high possibility that the child can start behaving like normal children? Yes, of course. Like my child. Like My Perez, child. right? Perez. I know Perez very well. So Perez is a very autonomous, right? Is it what we say? Okay, he's autonomous now. So there are things he can do alone, without, calculations, okay. Je veux dire en français, c'est même souvent comme un défi avec sa tante qui est à la maison. Donc, c'est dit, Mado, 7 fois 8, ça fait combien? Et puis, tu ne connais pas, oui. Bon, alors, lui, il a la réponse. Lui, il a la réponse. Bon, il y a des choses, il fait ses devoirs seul pour la plupart des cas. Moi, je l'ai observé pendant longtemps. Donc, il y a des possibilités, mais si on ne parvient pas à rattraper très tôt totalement l'enfant, il y a quand même des possibilités. Il y a on cherche à réinsérer l'enfant dans la société avec d'autres métiers tels que le dessin. Il y a beaucoup de musiciens dans le monde qui sont autistes. Il y a beaucoup d'artistes, de peintres qui sont... C'est des gars... Je n'aime pas utiliser le terme génie, mais c'est des génies. Oui, c'est des gars qui, sur le plan artistique, excellent. D'accord. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On a déjà débordé de 2 minutes. Merci Ottilie pour la prompte réaction et puis aussi au docteur. C'était pas du tout évident, mais vous êtes quand même là où vous êtes là. Et merci à tous les téléspectateurs, Cathy, Calvino. On va se retrouver demain quand il sera 10h. Et demain, on va recevoir une maman. On parlera des challenges d'une famille de parents monoparentales. Voilà, les challenges. Et nous allons recevoir une femme qui a pu élever ses 2 enfants et tous ces 2 enfants sont mariés. Elle va nous dire son secret. Allez, retrouvons-nous demain quand il sera 10h. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. Ciao. Bye.